Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel Expresso de Rassemblimo. C'est notre Expresso de Rassemblimo de rentrée en plus. Alors, je suis trop content de vous retrouver pour ce début d'année 2021. J'espère que ce rendez-vous hebdomadaire vous a manqué autant qu'il m'a manqué, parce que je crois que le dernier, ça va être aux alentours du 15 décembre. Donc, en fait, ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu. Donc, je suis super content de tous vous retrouver. Je vous souhaite bien évidemment, et c'est de rigueur, une très, très belle année 2021. Tous les membres de cette belle communauté, vous êtes plus de 4500 à être membre de ce groupe Facebook. Merci aussi pour votre confiance. Et encore une fois, voilà, je vous souhaite tout le meilleur, tant à titre pro qu'à titre perso. Et on sait qu'en tant qu'entrepreneur, tout ça, c'est bien lié. Donc, je vois que les premiers d'entre vous être en train de vous connecter. Faites-nous un petit coucou en commentaire pour nous dire que vous êtes bien avec nous et que tout roule de votre côté. Salut Alexandre. On va vous saluer. Salut Alex. Salut à tous. Voilà, faites-nous un petit coucou. Le temps que je présente notre invité du jour, du coup. Je suis super content d'accueillir Marion aujourd'hui parce qu'on a eu l'occasion d'échanger une première fois lors d'un événement, lors du premier confinement au mois de mai. Et on avait l'un comme l'autre, je crois, pas mal apprécié notre échange. Et du coup, on s'était juré d'échanger de nouveau lors d'une interview. Et je sais que Marion a plein de belles choses à nous partager. Marion, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers qui nous regardent? Alors déjà bonjour à tous. Alors des fois si je souris un petit peu, c'est qu'en même temps j'ai les chats, ça me fait toujours sourire. Donc les yeux vacillent un petit peu. En fait je suis super honorée parce que je m'aperçois que c'est moi qui fais le premier live de 2021. Donc c'est un grand honneur encore plus. Donc voilà, ça c'est super chouette. En effet, on s'était retrouvés, je crois que c'était début mai, sur un séminaire IMO. C'est toi qui m'avais interviewé et j'avais énormément apprécié, tu vois, c'est ce qu'on se disait un petit peu encore en antenne. L'avantage, c'est avec Sébastien, il y a besoin de rien préparer parce il va mener la danse et puis ça avait super bien matché la première fois. Donc voilà, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, bah écoute, chose promise, chose due, c'était super. Alors pour me présenter, moi très très rapidement, donc je m'appelle Marion, j'ai 38 ans, enfin 37, je vais avoir 38 cette année. Je vis sur Clermont-Ferrand, je suis en fait coach et préparateur mental. Mes activités sont un petit peu multiples dans cette branche-là, et c'est volontaire hein, d'ailleurs, de pas avoir toutes ses cordes, pas mettre tous ses œufs Ouais. dans le même panier, pardon, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et donc j'ai une partie justement où j'interviens auprès d'entreprises dans tout ce qui est management, gestion de crise et indicateurs de performance dans le mental, bien sûr. Ensuite, toute une partie d'enseignement où j'enseigne les mécanismes de la performance, les mécanismes de la neuroscience à l'université, également en école de commerce, école d'ingénieur. Et enfin, j'accompagne à titre individuel essentiellement des cadres dirigeants, des managers haut niveau. Également, j'ai quelques sportifs en préparation olympique et quelque part, c'est toutes des personnes qui ont une activité à haut niveau et qui souhaitent obtenir une performance, mais que je dis à la fois une performance épanouie, du fait qu'il y ait vraiment un équilibre de vie, parce qu'il ne peut pas y avoir de performance sans alignement. Cool. Et tout ça en 24 heures dans une journée. Ouais, ah ouais, j'ai aussi deux enfants que j'élève seul. Ouais, non, 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 je suis rien de superwoman, je suis juste quelqu'un d'assez organisé par la force des choses, parce que quand on a plein de passions dans sa vie, il faut faire parfois quelques choix, déjà, c'est une première chose, et ensuite, il faut bien structurer son temps. Donc voilà, après, pas en 24 heures, mais on va dire en 365 jours. Ouais. Du coup, c'est hyper intéressant. Du coup, comment est-ce que tu planifies tout ça d'un point de vue hebdomadaire, annuel? Parce que je me suis soumis à cet exercice. C'est la première fois cette année que je me soumets avec autant de rigueur à cet exercice de planification de l'intégralité de l'année. C'est-à-dire que je sais exactement les événements que je vais faire, puis je vous dis pas tout parce qu'il y a encore des surprises, mais ce que je ferai en octobre, en novembre, en décembre. C'est la première fois. C'est très confortable. C'est comme ça que tu fonctionnes aussi? Alors, c'est à la fois confortable et douloureux, Hmm. parce que c'est pas si évident que ça. Donc déjà, je t'en félicite, parce que c'est pas si facile que ça. Déjà, en fait, je pars d'un premier principe, c'est de me connecter vraiment à réfléchir. Enfin, j'ai déjà réfléchi, mais ensuite, c'est de réfléchir et puis se connecter à sa mission de vie. Quelle est réellement ma mission de vie? Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, mais comme je dis, on est là pour une raison en particulier. Je suis athée, hein, donc je crois je crois pas spécialement en une religion quoi que ce soit, mais je crois plutôt voilà, un phénomène qui fait qu'on est là pour une raison particulière. Et donc, c'est déjà comprendre quelle est sa mission de vie, s'y connecter.
Ensuite, c'est d'avoir une vision. Alors, je pense pas que ce soit forcément aujourd'hui d'avoir des visions à. Je pense qu'on est un petit peu, c'est un peu terminé, c'est ces business plans à 10 ans, comme on Mm. pouvait avoir dans le passé, parce que les choses bougent tellement, les choses vont tellement vite qu'à 10 ans, ça me paraît un petit peu obsolète et parfois même inutile. Je vois même les grands groupes, les grandes entreprises dans lesquelles je travaille n'ont plus trop ces visions à 10 ans. Donc voilà, c'est logique que nous, on n'ait pas forcément. Mais déjà, au moins, c'est d'avoir au moins cette vision de la personne que l'on déciderait d'être. Mm. Au-delà de avoir, c'est être. Mm. Souvent, c'est rigolo parce que même dans la langue française, les gens se trompent en orthographe entre être et avoir. Mm. Mais justement, c'est qu'est-ce que je souhaiterais être. Qu'est-ce que je souhaiterais être comme individu. Pour ça, il y a des exercices assez rigolos. C'est, voilà, vous avez vos petits-enfants sur vos genoux, il vous reste quelques semaines à vivre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ou Mm. qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent de vous sur votre parcours de vie. Donc, quelle personne j'ai envie d'être. Ensuite, c'est vrai que je découpe avec des objectifs à 3 ans. Ok. Dans 3 ans, qu'est-ce que j'aimerais faire? Parce que de découper parfois en un an ou mensuellement, les gens découpent ou organisent leur semaine. Je pense que les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en une semaine. Ils en mettent, je vais faire ça, ça, ça. Et ils sous-estiment ce qu'ils seraient capables de faire en 3 ans. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir quand même une vision sur 3 ans. C'est moins flippant, parce qu'on se dit ça va, j'ai 3 ans. Donc l'idée, C'est c'est vrai. pas non plus de procrastiner. Mais voilà, d'avoir une vision et d'avoir en fait un petit peu des choses alors qui font peur, entre guillemets. Les gens disent, ah, mais c'est flippant. Bah, c'est génial parce que là où il y a de la peur, c'est qu'on est au bon endroit. Mm. Parce que typiquement, s'il n'y a pas s'il y a pas de stress, il n'y a pas une forme de peur, ça veut dire qu'il n'y a pas de sens aux choses. Je viens aussi également, moi, du sport de haut niveau et je me rappellerai toujours de cette phrase que mon entraîneur m'a dit, c'est si au départ d'une course, tu n'as pas un peu peur, arrête ta carrière. Donc ça veut dire que c'est pas si important que ça pour toi, Mm. t'as pas forcément envie d'être là. Et ensuite, à 3 ans, et ensuite de découper à un an. Tiens, à la fin de l'année, quelles seront, alors pas les milliards de choses, mais quelles seront les 3 choses qui feront que mon année, elle est réussie. Mm. 3 éléments. Ça peut être dans des domaines très différents. Éviter les choses trop globales. Je veux être heureux. C'est quoi que tu veux dans la vie? Je veux être heureux. Je pense que personne se lève en voulant être malheureux. Mais définir. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi être heureux pour moi? Et déjà là, si vous prenez le temps de faire ça, naturellement, déjà, ça va vous mettre en énergie, ça va mettre une forme de. Vous allez voir, chimiquement, les choses vont changer en vous. Vous allez sentir que c'est des petites formes d'excitation. Et là, vous posez un plan d'action. Et là, après, c'est d'autant plus facile de placer des dates, placer en fait ce qu'on appelle des processus pour atteindre les choses, parce que tout fait sens. Le problème de mettre en place des processus sur des objectifs non réfléchis qui font pas vraiment sens, c'est pour ça qu'en fait, les gens peinent à durer dans le temps. Hmm. C'est intéressant. À titre perso, depuis 2 ans à peu près, dans l'entreprise, on travaille effectivement sur des visions à 2, 3 ans, sur des objectifs annuels, mais on travaille surtout beaucoup sur des objectifs trimestriels ensuite. On découpe l'année en fait en trimestres. C'est une temporalité qui est très intéressante. Alors, c'est un peu le cycle des saisons. Il y a beaucoup de choses qui marchent à 3 mois et ça respecte un peu le cycle des saisons. Et nous, ça fonctionne très très bien parce que, un peu comme tu le disais, en 3 mois, on peut accomplir beaucoup de choses. Et ça laisse le temps de poser le processus. Tu as raison d'en parler parce que tout est système finalement. Et quand il y a un objectif qui se pose, il doit être ensuite décomposé, rétro-planning. C'est quoi le premier domino que je dois faire tomber pour atteindre cet objectif-là à 3 mois? Donc, c'est intéressant ce processus-là. Partagez-nous également, vous, dans les commentaires, comment est-ce que vous planifier votre année immobilière. Alors, avec la spécificité qu'on a nous, c'est que bah, les compromis que vous allez signer, en gros, votre année au mois d'octobre en encaissement, enfin, elle est finie. C'est-à-dire que les compromis que vous allez signer jusqu'à fin septembre, début octobre, ensuite le reste passera sur 2022. Donc les années finalement passent assez vite. Donc j'espère que vous avez anticipé ça. Ouais, et de découper au plus petit dénominateur commun. Donc, dans notre métier, moi, j'appelle ça le nombre d'or. C'est le nombre de rendez-vous vendeurs que vous devez obtenir chaque semaine pour être certain d'atteindre votre objectif de chiffre d'affaires in fine. C'est ce qu'on appelle les lag metrics ou les lead metrics. C'est-à-dire que, bah, regardez votre chiffre d'affaires, c'est intéressant pour vous benchmarker d'une année à l'autre. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est les métriques qui vous permettent de prédire ce qui va se passer dans le futur. Dans notre cas à nous, c'est le nombre de rendez-vous qu'on obtient. Dans ton cas, Marion, ou en tout cas dans le sport de haut niveau, c'est les entraînements et les actions qui font que mécaniquement, s'ils sont bien posés et bien faits, vont amener à la performance derrière, c'est ça? Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais un petit peu rebondir dans ce que tu dis. Je répondrai à ta question bien sûr après. C'est par rapport au fait de projeter. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, alors encore plus qu'il y a quelques années et qu'il y a quelques mois, il y a une peur de la planification.
parce qu'il y a une incertitude. Ouais. Et ça, en fait, c'est une énorme erreur parce que l'incertitude, elle y sera tout le temps. Et je pense que le fait de le réel bien-être, entre guillemets, et le réel champion n'a pas peur de l'incertitude. C'est-à-dire que quand on a vraiment de la clarté en soi sur ses objectifs, sur qui on veut être, on a vraiment, je ne vais pas dire qu'on devient inarrêtable, Mm. mais il n'y a pas de problème, ce ne sont que des solutions temporellement dérangeantes. Il n'y a pas de flou, ou tout du moins, le flou qu'il y a ne perturbe pas. Souvent, j'avais beaucoup aimé, moi, ce feedback que m'avait fait une personne en coaching. Elle se réfugiait très souvent dans le flou. Elle attendait les réponses de l'extérieur pour essayer Mm. d'agir, alors qu'en fait, c'est agir malgré le flou autour, parce que le flou autour, ça fait partie des choses que l'on ne maîtrise pas. Donc, quelque part, parfois se victimiser en disant ah, ils vont nous reconfiner, le vaccin et pas le vaccin, et on ne sait pas, et les clients, et l'IMO, et la bourse. Et... Bon, bah ça, avec nos deux petits bras, on a très très peu de poids dessus. Par contre, l'attitude qu'on peut avoir, elle reste tout à fait, on peut tout à fait être acteur. Donc ça, c'est vraiment dissocier de qu'est-ce que je maîtrise, de ce que je ne maîtrise pas, et me concentrer uniquement sur ce que je suis capable de maîtriser. Ça, c'est une première chose. Et Ok. ensuite, quand tu disais par rapport en sport, en effet, moi j'étais en équipe de France olympique, deux Olympiades de suite, donc pour Athènes en 2004 et Pékin en 2008. Et en effet, on planifie, alors non pas à 4 ans, mais c'est à 3 ans, puisque l'année post-olympique, c'est une année plus ou moins de transition, mais on planifie une Olympiade à 3 ans. Ok. À 3 ans. Avec une incertitude de savoir si on sera à haut niveau, une incertitude de savoir aussi, on sait qu'il y a un quota par nation. Donc si vous tombez dans une nation où vous êtes une très forte nation, bah, ça va être plus compliqué d'avoir votre place au sein de votre pays avant d'avoir votre place aux Jeux Olympiques. Donc tout ça, c'est une phase d'incertitude, mais quoi qu'il en soit, on programme. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, c'est que je ne sais pas ce qui est possible ou non, mais je décide d'agir comme si tout était possible. Et le Mm. fait d'avoir ce mindset-là, le fait de voir grand, ne fait pas de vous quelqu'un de prétentieux, ne fait pas quelqu'un de vous qui manque d'humilité, bien au contraire, mais voir grand permet déjà d'atteindre des belles choses. Ouais. Donc vraiment par rapport à cette planification, de ne pas hésiter à voir grand, ça c'est une première chose. Juste de gérer l'émotionnel par rapport au fait de voir grand, il ne faut pas flipper, mais au contraire se mettre en énergie par rapport à ça. Et ensuite, vraiment découper. Donc en fait, on fait à 3 ans. Ensuite, on fait le bilan à chaque année, parce qu'il y a des points de ranking mondial, de ranking olympique. Donc à chaque année, chaque fois à l'intersaison, à la mi-saison, on fait un premier point, parce que la saison se coupe en deux, avec une première partie en Océanie, une deuxième partie en Europe, et voire même une troisième partie dans tout ce qui sera États-Unis et Amérique latine. Donc Ok. on divise même en trois notre saison. Ensuite, de notre saison, on divise le mois. Du mois, on divise à la session de 15 jours d'entraînement, de 15 jours à 3 semaines d'entraînement, parce qu'on sait qu'il y a un renouvellement cellulaire en physiologie qui dure toutes les 2 à 3 semaines, donc pour qu'il y ait des adaptations qui soient faites. Ensuite, on fait le bilan à la semaine, on fait le bilan à la journée, on fait le bilan à la séance. Il n'y a pas de séance qui n'est pas analysée, Mm. même la séance lambda. Alors en sport, elle est analysée d'une manière tactique, technique, physiologique, mentale, un de ces 4 facteurs ou un peu plus, mais quoi qu'il en soit, rien n'est hasard. Et la performance et la réussite n'est pas un hasard, n'est pas tiens, hop, ça y est, c'est arrivé comme ça. Alors, ça peut paraître très mécanique. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit je planifie pas, c'est bien là mon problème. Alors, il y a pas son prénom, c'est Non. Facebook Ouais. User. Mm. Mais du coup, c'est pas un problème. Parce que en fait, tu en as conscience. Mm. Donc, c'est plus un problème. À partir du moment où il y a conscience. Le plus gros problème, c'est les gens qui n'ont pas conscience, qui sont dans le déni. Ça, c'est un énorme problème, par contre. On le voit, nous, en coaching, c'est un énorme problème. On ne peut pas avancer avec des personnes comme ça. Mais à partir du moment où il y a un élément de conscience. Et puis, bah, quand on part de très loin, progresser, ne serait-ce que changer deux, trois petites choses, va déjà faire une progression. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dire, OK, même si je ne suis pas un as de la planification, le fait de le faire un tout petit peu va déjà énormément me faire progresser. Et ensuite, ça devient mécanique, ça devient logique, ça devient une routine, ça devient une épargne intellectuelle parce que bah, quand on l'a tout le temps fait, bah, hop, ça se fait d'une manière automatique. Alors des fois, selon certains profils psycho-émotionnels, bah, il faut un petit peu lutter contre sa nature, mais déjà, si on n'a pas ça dans sa nature, c'est qu'on a autre chose.
Donc ça, il va falloir Ok. aussi s'en servir. Et quoi qu'il en soit, ce sera pour vraiment du positif. Ça m'amène, c'est intéressant ce qu'on se dit là parce que ça m'amène à un des sujets que je voulais qu'on aborde. Parce que là, en fait, après, quand on arrive au stade de la routine, etc., après, il se passe quelque chose au niveau de la discipline. Et notamment du point de vue de la gratification reportée. Parce que tu parles d'objectifs sur une Olympiade, et il n'y a pas finalement, donc ça veut dire une gratification qui est incertaine et lointaine. Avoir une discipline quotidienne, quand la gratification est reportée, on sait que notre cerveau aime beaucoup la gratification immédiate. Et dans l'immobilier, c'est un vrai sujet parce que l'action de prospection que vous allez poser aujourd'hui, mardi, c'est du chiffre d'affaires peut-être en juillet, en août, en septembre, en octobre. Et on a ce sujet de cycle long aussi en vente. Et c'est un vrai problème, c'est cette gestion de la gratification reportée, du coup la discipline quotidienne qui doit en découler. Alors, tu dis même, et même la gratification, et puis, alors, j'espère pas vous mener le moral, ou ça peut ne pas marcher tout court. Ouais, bien sûr. Vous pouvez, en France sport, vous pouvez sacrifier ou faire des concessions 3 ans de votre vie, ne pas être au départ des Jeux Bien sûr. Olympiques. Donc, alors, euh, alors, il y aura toujours ce dicton de dire ce qui compte, c'est pas l'objectif, c'est le voyage. Il n'empêche qu'il faut quand même, voilà, hein, on va pas se mentir. Après, en effet, c'est mes décisions du présent influencent mon futur. Actuellement, vous êtes le fruit de vos choix et de vos processus passés. La bonne nouvelle, c'est que votre avenir, c'est le processus enfin, sera le résultat de vos processus actuels. Vous n'avez pas la garantie. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez être assuré que si vous-même vous écrasez votre rêve ou votre objectif, vous êtes sûr qu'il n'aura pas lieu. Alors après, il vaut mieux tout donner pour essayer absolument que ça se fasse, Ouais. quitte à ce que ça ne se fasse pas, même si ça marche pas. Si ça ne se marche pas, il y aura autre chose. Il y aura autre chose, quoi qu'il en soit. Ou ça vous donnera aussi les crocs pour réajuster un peu la stratégie. Parce que vous savez, parfois en sport, on passe à côté d'un objectif, mais on est passé très très proche de l'exploit. Ça s'est joué à Mm. pas grand-chose. Voire même des fois, on gagne et on est passé très proche de la correctionnelle. Des fois, ça se joue sur le fil du rasoir. Ça se joue à 3 fois rien. Ce sera sur la prochaine course. Ce sera sur le prochain. Alors, des fois, la prochaine course, le problème, c'est qu'en sport, c'est une date précise et des fois, la prochaine, elle n'a pas lieu ou elle a lieu dans 4 ans ou même si dans certaines disciplines, le championnat du monde, c'est que tous les 2 ans, quoi que ce soit. Mais dans la vie en général, c'est moins sadique que dans le sport. Ok, Mm. vous avez raté ce mandat, vous avez raté ce compromis de vente, il y aura le prochain, il y en aura un prochain, vous allez ajuster votre stratégie. Mais après, quoi qu'il en soit, c'est que, comme je dis, je ne sais pas ce qui peut fonctionner, ce qui peut ne pas fonctionner, mais si moi-même, j'y crois pas, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Parce que déjà, en y croyant, ça peut ne pas marcher, mais si j'y crois pas moi-même, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Et après, je pense que la réussite, elle passe en effet par une foi inébranlable en soi. Ça n'a rien à voir avec j'ai pas trop confiance, quoi que ce soit. Vous savez, personne n'est ultra confiant en soi tout le temps, tous les jours. C'est des hauts et des bas et c'est tout à fait normal. Après, il peut y avoir le travail de confiance en soi un peu en profondeur, ça c'est l'évidence. Mais quoi qu'il en soit, il faut avoir cette foi inébranlable que c'est possible. Et on voit les plus grandes avancées technologiques, les plus grands exploits humains, les plus grandes découvertes humaines, elles ont été sur cette foi inébranlable que ce serait possible. Je parle de Thomas Edison avec l'invention de l'ampoule électrique. On peut parler de diverses inventions ou de découvertes de l'Amérique, des choses comme ça. Tout est venu en fait d'une foi inébranlable que c'était possible. Quand on voit à l'époque les mecs qui partaient sur des petites goélettes à l'autre bout, comme ça, enfin, on se dit, ouais, enfin, alors il y a un truc, il faut y croire quand même. Ou croire ou être un petit peu drogué, c'est possible. Et ensuite, évidemment, une autodiscipline, parce que voilà, et une persévérance. Des Mm. résultats immédiats, c'est louche d'ailleurs, c'est très louche. Alors, il faut qu'il y en ait, bien sûr. Je reviendrai un peu sur ce point d'ailleurs. Le but, c'était pas de vous péter le moral, bien au contraire. Non, mais en fait, ça m'amène à plein de micro-sujets dans le sujet. Je vais juste reprendre du coup le commentaire, juste pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant d'Alexandre, qui disait planifier, c'est préparer son cerveau. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ça permet de faire ce qui nous paraît impossible. Exactement. C'est une très bonne phrase qui illustre un propos en fait, de neurosciences. C'est Mhm. que le cerveau, entre l'imaginaire et le réel, fait très très peu de différence.
Ouais. où il est même prouvé d'un point de vue neurosciences que les activations neuronales, les zones d'activation cérébrale, pardon, sont très similaires entre ce que j'imagine et ce que je réalise. C'est une étude qui a été faite sur une université à Chicago en basket, où on a en fait placé des électroencéphalogrammes entre des personnes qui faisaient de la visualisation mentale de lancer franc de basket, un électroencéphalogramme de gens qui faisaient la réalisation du geste, et on a remarqué qu'il y avait plus de 80% de surface commune. Donc entre ce que je fais et ce que je visualise, il y a quand même déjà des zones cérébrales activées très très similaires. Donc certaines pousseront à la réflexion, certaines pousseront à de l'action ou à du réajustement de stratégie de manière totalement inconsciente. Donc s'imaginer déjà la personne que je veux être ou les résultats que je souhaite obtenir, évidemment ça nécessite un passage à l'action derrière, mais va déjà vous mettre dans la posture et dans l'énergie physique et mentale et chimique même pour aller réaliser ces choses-là. Et ensuite, ce que je voulais dire par rapport à la gratification immédiate, il faut alors comprendre que ce que je fais maintenant, ça paiera peut-être pour plus tard, mais il faut aussi que j'apprenne à ce que je fais chaque jour, apprendre à être fier de moi, de ce que je fais chaque jour. Quels sont chaque soir, je le fais avec mes petites filles parce que je veux les éduquer inconsciemment à ça, voilà, des formations professionnelles. Chaque soir, quand je les couche, c'est de leur demander c'est quoi les 3 choses bien que tu as faites aujourd'hui, aussi infimes qu'elles soient, que ce soit un coloriage sans dépasser ou que ce soit d'avoir été capable de ranger son assiette après le repas, vraiment un truc très infime, de façon à ce que petit à petit, elle développe le pouvoir de la gratitude. Je voudrais tellement, mais ce sera leur histoire et on verra bien, mais je voudrais tellement qu'elles évitent l'erreur fondamentale que j'ai faite et qui a peut-être voilà, un petit peu pourri un petit peu 10 ans de ma vie, c'était de confondre gratitude et exigence. Je pensais qu'en fait, quand on avait de la gratitude, c'était se reposer sur ses lauriers, c'était avoir la grosse tête, c'était baisser, être dans la complaisance, ne plus avoir d'exigence, alors qu'en fait, ce sont deux notions très différentes. On peut avoir beaucoup de gratitude pour ce qu'on fait chaque jour, pour ce que l'on a chaque jour autour de soi, mais rester dans un degré d'exigence. Donc il faut aller chercher ces petites gratifications quotidiennes pour garder le cerveau en stimulation, garder le cap, et ensuite se dire que voilà, le gros lot, eh ben, il arrivera parce que c'est le principe d'effet cumulé. C'est très très clair et je suis ravi parce que ça m'amène du coup à un autre commentaire qui nous a été fait par Nadia tout à l'heure qui nous disait planifier c'est une sorte de routine et c'est là que le bas blesse dans notre profession. Routine peut être assimilée à de l'ennui. Et je sais qu'avec l'entraînement sportif, Dieu sait que les séances peuvent parfois être répétitives, etc. Comment on gère cet ennui, cette routine qui peut être assimilée à de l'ennui? Alors, c'est vrai que des fois, je m'amuse à raconter le quotidien d'un sportif de haut niveau. C'est 330 jours dans l'année, c'est 2 à 3 entraînements par jour, c'est des fois sur des entraînements, que ce soit en séance de piste ou en natation, ou même à vélo, hein. Enfin, il n'y a pas. Surtout, moi, je venais d'un sport vraiment aérobie, je faisais du triathlon, donc il n'y a rien de fun dans le triathlon. C'est de l'endurance de base, c'est du fractionné, donc on a beau chercher à s'inventer, se réinventer, il faut passer par des étapes qui sont toujours les mêmes. Par contre, c'est la routine, en effet, c'est beaucoup, c'est pour reprendre voilà, un des commentaires d'Alexandre, c'est qu'est-ce que je décide de me raconter. Si à un moment donné, c'est vrai que je me dis, bah voilà, programme d'entraînement, c'est ça, il y a 10 fois 400 à faire dans l'eau, c'est super ennuyeux. C'est vrai que c'est ennuyeux. En plus, la natation, enfin, vous êtes dans un mur, vous allez au bout du mur et puis vous revenez. Et quand vous êtes à l'autre mur, vous repartez. Et vous repartez, vous faites des allers-retours. Vous n'êtes jamais à plus de 50 mètres de votre entraîneur, par exemple. Et Mmh, donc, en fait, vous faites des allers-retours en permanence. Donc, c'est assez stérile en soi. Mais mmh, par contre, c'est ce qu'on décide de se raconter, le pourquoi on le fait. Le ouais. pourquoi on le fait. Moi-même, dans mon métier, j'ai la chance de vivre de ma passion. J'ai quelques petits principes administratifs à faire, deux, trois choses à faire aussi, que je trouve très ennuyeux. L'idée, c'est de compacter les tâches que je déteste sous une forme de défi timer en disant allez hop en 2 heures il faut que tout ça tu l'aies tombé pour finalement voilà ce qu'on dit c'est manger le crapaud. Il y a un livre qui est très amusant comme ça c'est pas Dale Carnegie, moi, je le retrouverai J'ai plus de le nom, Brian Tracy. c'est pas euh, impressionnant. Eat the frog en anglais, voilà, ouais. Mmh.
Ouais, donc du coup, c'est de manger chaque matin le gros crapaud, enfin chaque journée, il va falloir manger le gros crapaud qu'on n'aime pas faire, parce qu'en fait, voilà, il y a, dans tout ce que vous faites dans votre boulot, il y a parfois, voilà, 30% de tâches que vous n'aimez pas forcément et 70% de tâches que vous aimez. Mais le problème, c'est que ce qu'on appelle, c'est ces tâches de soutien, ces fameuses petites routines à faire qui sont ennuyeuses. C'est ça qui vont nourrir ce qu'on appelle vos tâches d'impact. Donc, il faut quelque part les mettre en place. Et en effet, la routine, elle peut être parfois ennuyeuse, mais c'est ce que je décide de me raconter. Si quelque part, je me dis que ce que je suis en train de faire là, c'est ce qui va me permettre d'arriver là, la routine, elle passe beaucoup mieux. Donc, donc c'est pour ça que vos routines doivent vraiment être rattachées à quelque chose qui fait sens et un objectif qui vous fait un peu waouh. Et ensuite, évidemment, tout le monde a des fluctuations de motivation. La motivation reste à traiter comme une émotion. Elle va, elle vient. Quand elle est présente, tant mieux, vous surfez dessus. Je suis motivé, c'est très bien, pam, 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 vous sentez que vous abattez du travail. Quand vous n'êtes pas motivé, vous avez d'autant plus intérêt à avoir vos routines faites en vous disant, allez, on y va, c'est parti. Voilà, j'ai un exemple ça. Si je suis motivé, ça part tout seul. Si je suis pas motivé, je suis super contente d'avoir ça en me disant exactement, ok, là, tu réfléchis pas, tu coupes le cerveau et tu y vas, ainsi de suite. Et après, une fois que ça s'est fait, de se dire, ok, j'aimais pas, je l'ai fait. Maintenant, je vais pouvoir me faire des tâches faire des tâches que j'aime et que j'apprécie énormément. Allez, là, je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai noté tâches de soutien et tâches d'impact. C'est un truc Bien sûr, ouais. dont je me resservirai parce que ça, je trouve que c'est une belle pépite sur, effectivement, nos entreprises sont des édifices qui nécessitent d'avoir aussi des tâches qui les soutiennent pour leur permettre de prendre plus de hauteur et de se déployer plus fortement. Et ces tâches de soutien et ces tâches d'impact, je trouve ça particulièrement pertinent. Ouais. C'est un peu tiré, alors je l'avais simplifié, c'est dans tout ce qui est gestion des tâches, c'est la matrice des Eisenhower. Ouais. Alors moi j'ai créé la matrice des Eisenhower 2.0 parce que je dis oui, déléguer, machin, ainsi de suite. Je me dis quand tu es tout seul à ton compte, t'aimerais Mhm. bien déléguer, mais au début tu démarres, t'as pas un rond, tu vois pas à qui tu délèguerais. Ouais, c'est vrai. Ensuite, éliminer ou enfin voilà, enfin des trucs vraiment. Donc du coup, je me suis dit ok, on va simplifier. Tâche d'impact, tâche de soutien. Et c'est évident que ce qui vous fait vibrer, c'est la tâche d'impact. C'est ça, ça vous dit ça va transformer l'entreprise. C'est ce qui va vraiment voilà, produire du chiffre d'affaires ou produire de l'énergie en moins. Bon, bah ça, c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer, mais vous devez accepter qu'il y ait des tâches de soutien derrière. Et puis dans ces tâches d'impact, tâches de soutien, urgent, non urgent. Donc l'urgent, c'est là maintenant l'opérationnel, et le non urgent, c'est parce que je l'ai planifié. Ça me va très bien. Marion, pour décaler un petit peu le sujet, tu disais tout à l'heure en ouverture en te présentant que tu accompagnes aussi des dirigeants, des équipes, des entreprises, etc., etc. C'est quoi, toi, qu'est-ce qui fait, c'est quoi les points communs finalement entre les grands dirigeants, les sportifs de haut niveau? Tu mettais tout ça dans le bain de la haute performance finalement. C'est quoi les liens, les connexions que tu fais entre ces mondes-là et les gens qui surperforment? Alors pour moi, c'est la même chose. C'est pour moi un dirigeant, un manager, un cadre, un entrepreneur euh, et un sportif de haut niveau, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On lui demande d'être performant dans la durée. C'est ce qu'on demande à un athlète de haut niveau. On lui demande d'être au-dessus de la norme. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, à la base, donc, je viens du monde du sport de haut niveau, que j'ai pu expérimenter sur le terrain. Voilà, j'étais 14 ans athlète de haut niveau. Ensuite, j'avais continué mes études en parallèle, donc j'étais cadre moi, dans un laboratoire pharmaceutique pendant un temps. Et puis, derrière, je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes mécanismes. Et c'est pour ça que j'ai étudié tout ce qui était la psychologie et la préparation mentale à l'université. Et aujourd'hui, je ne fais pas de distinguo. Alors, il y a un petit peu de jargon, entre guillemets, entre le sportif et puis le cadre. Voilà, on va dire que c'est un petit peu de réadaptation vocabulaire ou d'attitude, mais c'est exactement la même chose. Et au sein des entreprises, ils adorent quand justement je parle de toutes ces anecdotes du monde du sport de haut niveau, que ce soit d'athlètes que j'encadre ou moi-même certaines petites anecdotes qui me restent, même si voilà, j'étais pas non plus, je suis pas internationalement et mondialement connu hors de ma discipline, on va dire, mais il y a un parallèle énorme. Et en fait, pour obtenir une performance,
pour le sportif, faut sortir de ce cadre de le sportif, c'est no pain, no gain, c'est l'abruti ou quoi que ce soit. On s'aperçoit quand même que tous les athlètes qui ont une carrière qui dure sont quand même voilà, encadrés mentalement. J'enlève des disciplines tel le foot ou le rugby, qui sont des sports très professionnels dans lesquels voilà, il y a une cellule où l'athlète n'est que finalement qu'une, c'est un peu dur, je vais dire, mais un peu une marionnette qui est dirigée par voilà, un agent, par ainsi de suite. Mais je parle vraiment plutôt de disciplines, autres disciplines secondaires, en fait, où là, il y a une nécessité de remise en question permanente, une nécessité aussi pour pouvoir performer, d'arriver à trouver ce juste équilibre entre cette forme, entre guillemets, je dis bien, d'égoïsme, mais l'égoïsme n'a rien de péjoratif. C'est juste d'être focus sur son activité ou sur sa tâche, le temps, sur un temps bien défini. Et ce n'est en rien de l'égoïsme que de d'œuvrer à réaliser ses rêves. Voilà, c'est vraiment, il y a un parallèle. Il y a un parallèle Ok. énorme. Il y a un dernier sujet, je pense, qu'on va pouvoir aborder. On va peut-être pas finir par le sujet le plus fun, mais moi, je le vois de plus en plus dans les conseillers immobiliers que j'accompagne, presque envie de dire dans les conseillères, mais on pourra en parler. Des situations que tu as connues toi aussi, à titre perso, je vois beaucoup de conseillers ou de conseillères qui vont au-delà de la limite professionnellement. Donc on parle de burn-out notamment. Moi, j'en vois beaucoup, j'en accompagne certains, certaines. On arrive à trouver des techniques métiers déjà pour les aider à pouvoir avoir plus en faisant moins. Et moi, je crois que c'est ma mission profonde dans l'accompagnement que je fais des agents immobiliers, c'est de les aider à avoir plus d'impact, plus de revenus, mais en moins de temps pour passer du temps pour ce qui compte vraiment, sans sacrifier ce qui compte vraiment pour eux. Donc, c'est mon vrai objectif à moi. Et je le vois de plus en plus et je suis sûr que tu as plein de pépites à partager aussi sur comment est-ce qu'on fait de la prévention finalement par rapport à ça, parce qu'en fait, quand on touche du doigt, c'est presque déjà trop tard. Comment est-ce qu'on fait de la prévention pour pas aller au-delà de ses limites en fait? Alors, c'est très flatteur que tu dises c'est plutôt les femmes, parce que nous avons une force. Non, je plaisante. Non, non, mais Non, je le non, mais vois très sincèrement, la charge, moi j'ai beaucoup de respect, alors je ne veux pas trahir de secret, j'ai des projets par rapport à ça cette année, mais j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de la charge mentale des femmes, ces femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui se lancent souvent avec cette ambition de dire je voudrais pouvoir être libre, être indépendante, développer mon propre projet d'entreprise, etc. Mais je ne veux pas sacrifier ce qui compte vraiment pour moi, c'est pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, pouvoir me libérer le mercredi après-midi pour les activités extrascolaires, etc. Et qu'à un moment donné, quand elles se retrouvent dans la roue du hamster, se rendent même plus compte qu'elles ont perdu le sens de ce choix-là et n'ont pas finalement réussi à bâtir une entreprise autour de leurs contraintes qui les animaient au plus profond et se retrouvent ensuite pris dans l'étau entre deux feux du perso et du pro. Alors, il y a plein de choses que tu dis. Donc déjà, c'est assez marrant que tu me parles de ce sujet il me touche particulièrement. J'ai fait, alors maintenant, il date un petit peu. C'était il y a un peu plus, il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. J'ai fait un TEDx J'ai donc vu. j'ai fait une conférence TEDx sur le sujet où je parle justement alors du burn-out du sportif. Et ensuite, je fais le parallèle avec le monde de l'entreprise, justement, par rapport à qu'est-ce qui a fait que ça a amené à ce fameux burn-out et comment, en fait, en restant dans le même milieu qui était le milieu du sport, je me suis reconstruite. Et j'ai pas souhaité fuir le milieu, mais au contraire me reconstruire d'une manière différente. Donc, Okay. en effet, il y a une pression sociale. De la femme, oui, beaucoup, parce qu'on attend aussi qu'une femme soit une bonne mère, une bonne mère. Pas que, hein, mais notamment les Pas femmes. que, on le voit Mm, aussi au niveau des hommes, hein. Bien sûr, je ne fais pas du tout de féminisme non bien sûr. plus, mais c'est vrai qu'il y a un combat de la femme dans l'entrepreneuriat et dans la place sociale qui est un petit peu différent de l'homme, hein. Sur l'homme, il y a d'autres charges mentales aussi. Donc après, l'idée, c'est en effet, je pense que, et je le vois, hein, de plus en plus de cadres, de dirigeants, de managers, d'entrepreneurs se font accompagner parce que c'est très compliqué quand on a soi-même la tête dans le guidon Mm. de garder parfois un petit peu cette lucidité. Pareil, bah tiens, à quoi voit-on à mon coach? Il est lui-même coaché. Moi-même, je me fais également coacher Ouais. parce que pris dans l'engrenage, c'est vite fait. C'est Mm. très vite fait Bien de se sûr. dire boum, bam, 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 bam. Parfois, voilà, non pas d'avoir quelqu'un qui vous freine en permanence, mais quelqu'un qui vous réajuste. Et il ne faut pas avoir peur parfois du déséquilibre parce que l'équilibre,
c'est le déséquilibre permanent. C'est d'ailleurs la troisième loi de Newton qui nous l'explique, hein. C'est un objet en équilibre et soumis à des forces contraires, bon, qui s'annulent, certes, c'est toi qui veux l'objet stable, mais dans l'idée, il peut y avoir des petits déséquilibres dans la vie. Des moments où vous avez sûrement, j'imagine, dans l'année, des périodes très fastes dans l'immobilier, des périodes très charnières où, bah, je veux dire, il faut être tête dans le guidon, il faut pas se planter, entre guillemets. Bon, bah, dès ce moment-là, c'est pas grave de délaisser un tout petit peu la sphère familiale sur des moments donnés. Par contre, il faut toujours veiller à ce que derrière, hop, l'équilibre se refasse à un moment donné. Donc, et le problème, c'est que pris dans le feu de l'action, pris dans l'angoisse, pris dans le jeu aussi, hein. D'ailleurs, le TEDx s'appelle le jeu de la performance, J-E et J-E-U. Donc, vous le taperez, ou Sébastien vous donnera les coordonnées. Ouais. Vous tapez mon nom et TEDx, et vous verrez que j'explique ce prix dans l'engrenage de ce jeu de la performance et comment, en fait, on s'éloigne totalement de ce qui est réellement essentiel. Comment, en fait, aussi, on va chercher, il faut aussi voir dans cette quête de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on va réellement chercher? Est-ce qu'on va aller associer notre réussite professionnelle à l'estime et l'image que l'on va avoir de soi-même? Je parle même pas du regard qu'on pourrait avoir des autres, parce que ça rentre aussi en compte, mais voilà, est-ce qu'on se juge par rapport aux résultats qu'on peut avoir? Parce que finalement, avoir des enfants, c'est banal, alors que réussir dans l'entrepreneuriat, c'est pas banal en ayant en même temps des enfants. Donc, on peut réussir un petit peu des fois à se déjouer un petit peu sur ça. Et là, c'est vraiment d'essayer de revenir vraiment à, ok, mes basiques, reposer essentiellement. Moi, je fais faire un exercice dans le coaching qui s'appelle la roue de la vie. Justement, c'est tous les mois ou tous les 2 mois, un peu en fonction de l'activité de la personne. C'est replacer 4 domaines qui sont primordiaux: santé, relationnel, travail et ce côté plus spirituel. Pareil, j'ai une fervente défensrice aussi de la notion de santé, d'hygiène de vie, parce que voilà, pour avoir eu un très grave pépin il y a maintenant 7 ans et demi, sans la santé, vous n'êtes vraiment strictement rien. Donc déjà, voilà, ça ne doit pas être non plus au détriment d'une santé. Parfois, oui, on dort un petit peu moins, on s'accogite un petit peu, mais ça doit parfois être rééquilibré aussi. Merci beaucoup pour ce partage, Marion. Je pense que j'ai l'impression que ça parle à pas mal de nos auditeurs qui sont en train de nous regarder, de nous suivre. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Marion, vous savez, profitez du moment où je vais poser mes 3 dernières petites questions rapides pour en profiter pour mettre vos petits commentaires et vos questions. Vous êtes encore une trentaine à être connectés. Je vois qu'il y a à peu près 10 likes ou cœurs et vous êtes 30 à regarder, donc c'est pas normal, il devrait y en avoir 30. Je vous ai à l'œil. Marion, déjà merci pour ces 37 minutes hyper inspirantes. C'est le moment pour moi de te poser mes 3 petites questions rapides de la fin. On va ressauter plutôt côté IMO du coup de ce côté-là. C'est quoi finalement pour toi, à titre très perso, ton rapport au logement? Mon rapport au logement, alors moi j'aime beaucoup mon foyer parce que c'est un lieu vraiment pour moi de ressources. Là, je parle vraiment sur l'aspect vraiment très personnel. C'est un lieu de ressources. Moi, j'ai tout fait pour être propriétaire de mon logement. Alors, est-ce que stratégiquement c'est bien? Est-ce que vous pouvez me mettre locataire, placé, ainsi de suite? Mais voilà, moi, ça me tenait à cœur d'avoir mon beau petit chez moi et de pouvoir le faire évoluer. Donc ça, c'était quelque chose d'hyper important pour moi. À côté de ça, moi, j'ai quand même une SCI et puis j'ai placé de l'argent dans une SCPI pour créer quand même des actifs. Ok. Ça me paraît aujourd'hui important et prudent de créer voilà, cette forme aussi de patrimoine. Merci Nadia pour les cœurs. Ah, c'est bon, on a une bonne dose. Du coup, voilà, ça me paraît aussi hyper important de créer aussi ce patrimoine parce que même si je veux léguer à mes enfants, je veux pas qu'elles pensent que c'est maman qui a tout fait et qu'elles vont pouvoir ne rien faire. Mais pour moi, j'estime que c'est mon rôle aussi. Voilà, donc voilà un petit peu mon rapport, moi, au logement, mon logement. C'est très clair. Du coup, tu as dû fréquenter ou tu fréquentes des agents IMO. C'est quoi pour toi finalement euh, l'agent IMO idéal en un mot? Alors j'étais dans la peau de l'acheteur parce que quand j'étais athlète, j'avais acheté un appartement sur lequel j'ai fait du placement que j'ai revendu. Donc j'étais dans la posture du vendeur et puis ensuite dans la posture de l'acheteur également. Moi, ce que je trouve qui était très important, c'est que l'agent immobilier soit à l'écoute pour comprendre exactement le besoin
de la personne, la vision de la personne pour pouvoir, voilà. Alors, non pas pour faire exactement ce que le client dit, parce que le client peut être comme ça, parce qu'il Ouais, c'est vrai. a une méconnaissance, Ouais. mais pouvoir apporter des biens et des conseils qui soient ultra adaptés à la personnalité et au projet de vie de la personne. Voilà, pour moi, ça me paraît hyper essentiel, mais c'est une qualité au-delà de l'agent immobilier, qui est une qualité aussi dans beaucoup, beaucoup de métiers. C'est très, très clair. Est-ce que tu as eu une ressource, un livre, par exemple, à conseiller aux conseillers immobiliers, aux personnes qui nous écoutent? Un livre, alors, moi, je lis beaucoup. Je lis, grâce aux routines, je lis entre 20 à 25 livres par an. Hmm. Euh, c'est rigolo. Le Père Noël, en fait, a amené à mes filles Le Petit Prince. Ouais. Et donc, du coup, me voilà en maman à lire Le Petit Prince le soir. Donc, des fois, je retiens énormément mes larmes. Mhm. Et il y a beaucoup de choses d'un point de vue en second degré, d'un point de vue relationnel humain, en communication, la notion de rêve, la notion de créer son monde, voilà, qui m'a marqué. Je dis ça parce que je le vois là, qui est posé sur le petit Mhm. meuble. Donc, voilà, une fille qu'il a laissé là ce matin. Mais voilà, Le Petit Prince. Après, il y a beaucoup, beaucoup de bouquins de développement personnel. J'aime beaucoup Paolo Coelho, moi énormément. J'aime beaucoup les Dale Carnegie, Ok. forcément. Tout ce qui est... Alors, comment se faire des amis, le nom est cucu, mais c'est quand Ouais. même toutes les techniques de relationnel est très important dans tout ce qui va être un petit peu communication, négociation, Ok. quelque part. Voilà, tout ce qui est voilà, les Brian Tracy, parce que je trouve que c'est un très grand conférencier américain, au-delà des livres. Donc, Avaler le crapaud, Avaler le crapaud, c'est beaucoup pour tout ce qui est la problème de procrastination. Et il en a écrit un deuxième qui est beaucoup plus sur les excuses. Donc Ok. voilà, et puis j'ai également vu aussi ton bouquin qu'il faut que je commande d'ailleurs. Je vois Nadia qui met le bouquin à Tedesco Ah bah oui, bah, tu vois, qui elle est a juste là. anticipé. Merci, c'était pas le but, mais il y a Olivier aussi qui me recommande de lancer non pas des TEDx, mais des TEDdesk. Donc je vais y réfléchir. Alors Nadia, par contre, je suis très très déçu. Si vraiment tu l'as pas encore commandé, je vais aller regarder dans nos fichiers. Mais si c'est le cas, je suis très déçu que tu n'aies pas encore commandé mon livre. C'est une blague, bien sûr. Alors, merci à tous pour vos commentaires. N'hésitez pas, c'est encore le moment de mettre un petit commentaire pour Marion. Marion, c'était 42 minutes maintenant. C'est passé trop Très, vite. très, C'est très, très, passé comme toujours. super Comme vite toujours, et comme toujours, comme toujours. Mais on va se faire la promesse que tu reviennes à un moment ouais, ou bah, à un avec autre, plaisir, d'une avec manière ou plaisir. d'une autre. Hein. Euh, Nadia qui fait son mea culpa, du coup. Donc, voilà, merci à tous de votre présence, encore une fois, de votre fidélité à ce rendez-vous. Mettez un petit like sur ce live. N'hésitez pas, effectivement, là, pour le coup, je fais pour le coup vraiment l'autopromo, à commander mon livre qui est actuellement en offre avec une formation offerte à 20 euros. Je vous retrouve, moi, très, très vite pour des nouvelles interviews ici. La semaine prochaine, on accueillera Charline Caron qui viendra nous parler image, impact, charisme, communication, prise de parole. Donc voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir mieux vous présenter à l'autre et à vos clients notamment. Donc ça sera la semaine prochaine. Et puis je reviens très vite aussi avec des informations sur l'événement Rassemblimo de l'année prochaine, enfin de l'année prochaine édition, donc le 25 mars 2021. Voilà. En tout cas, merci encore une fois à tous pour votre fidélité, pour vos jolis commentaires. On va les afficher. Merci Marion et Sébastien pour ce bel échange. Merci en tout Merci, cas. c'était top. On a Anne qui nous remercie. Émilie également, merci Sébastien, ça fait du bien dès le matin. Ben ouais, ça fait du bien de démarrer comme ça. Nadia qui nous remercie tous les deux. Voilà, merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous retrouve très très vite. Marion, encore une fois, merci beaucoup. Merci encore On, à toi. on se dit à très très vite. N'hésitez pas à suivre Marion sur les réseaux sociaux. C'est toujours très intéressant. J'ai découvert du coup que tu accompagnais, je pense, des nageurs olympiques. C'est ça? Des Ouais, nageurs qui rentrent à j'ai quelques nageurs olympiques, j'ai un golfeur professionnel et puis une tenniswoman professionnelle, Eh entre ben, autres. Et après, bon, d'autres disciplines qui sont pas encore, enfin, où les athlètes sont pas encore en préparation olympique ou professionnelle, mais voilà, on va dire que c'est eux bon, les gros stars. on leur souhaite à tous de belles Ouais. réussites et à toi aussi. Merci beaucoup Marion. À très Merci très vite et beaucoup. merci à Merci tous. Sébastien. À la semaine À prochaine. une Ciao, ciao. prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye.